Bonsoir à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir cette table ronde au nom du pôle patrimoine du Fort de Vèze avec les co-organisateurs de cette manifestation qui sont la Fondation Renault, Patrimoine Oralpin et la Fondation du patrimoine. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Marie-Sophie Frignet, je suis déléguée régionale adjointe Rhône-Alpes pour la Fondation du patrimoine. On est très heureux de vous accueillir nombreux sur cette table ronde en distanciel. Très heureux que les GEMA puissent avoir lieu dans un contexte sanitaire particulièrement difficile. Notre but à tous est de mettre en valeur ces métiers magnifiques dont on va vous parler ce soir. La table ronde que nous vous proposons est composée de 6 artisans d'art qui vont se présenter à vous rapidement. Le thème de ce soir, c'est comment casser les clichés liés au métier d'art. Alors, je vais citer rapidement tous les participants qui vont peut-être nous faire un petit coucou au passage pour qu'on puisse voir qui ils sont. Aldo Possel, restaurateur de tableaux. Bonjour. Nicolas Salagnac, graveur médailleur. Bonjour. Luc Vaganet, ébéniste restaurateur. Bonsoir. Gilles Tavernier, ferronnier d'art. Bonsoir. François-Simon Fustier, maître horloger. Bonsoir. Marine Ferrand, brodeuse des Grenadières du Haut-Forêt. Bonsoir. Voilà, merci à tous. La table ronde est animée par Pierre-Louis. Bonsoir. Pierre-Louis est directeur territorial de l'ONICEP Auvergne-Rhône-Alpes et par Sarah Poyeton. Bonsoir. Sarah est coordinatrice régionale des GEMA, chef de projet métiers d'art et communication à la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Nous les remercions bien évidemment très chaleureusement de leur grande implication. Avant de commencer, je voudrais juste vous présenter notre équipe des GEMA. Pour la Fondation Renault, présidée par Jean-Michel Bossard, Stéphanie Roras-Perrin, Claire Dugard et Judith Emery. Alors, toutes ces personnes-là sont très discrètes et donc vous ne voyez pas leur vignette, il y a juste leur nom. Pour Patrimoine Oralpin, présidé par Marie-Hélène Château, ici présente. Bonsoir. Céline Bardin et Aude Thévenon. C'est Marie-Hélène qui conclura tout à l'heure cette table ronde. Elle vous expliquera comment trouver le reste de notre programme tout numérique parce qu'en plus de la table ronde de ce soir, nous avons entièrement reconverti nos GEMA d'un plan A qui était évidemment en présentiel à un plan B qui est tout numérique. On vous expliquera ça tout à l'heure. Pour la Fondation du patrimoine, dont le délégué régional Rhône-Alpes est Alain Sylvie. Bonsoir. Lauriane Boulanoir. Et bien sûr, les équipes de l'ONICEP et de la CRMA, Pierre-Louis et Sarah Poyeton, Perrine Villan, Florence Pesselon, Karine Tini et l'ensemble des artisans qui ont participé à cette opération. Alors, je voulais juste vous dire que cette manifestation, elle est vraiment le fruit du travail de tous, d'autant qu'il n'est absolument pas facile d'organiser un événement en ce moment dans ce contexte. Ces GEMA sont le résultat d'un travail collectif et acharné de tous ceux et de toutes celles que je viens de citer. Et donc, il nous faut vraiment les saluer et les remercier. Et je laisse la parole à Pierre-Louis et à Sarah Poyeton, ainsi qu'à tous nos artisans, pour que cette table ronde puisse débuter. Bonne soirée à tous. Merci. 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 Merci beaucoup, Marie-Sophie. Donc, Sarah, je te propose de nous parler justement des métiers d'art, leur définition. Donc, métier d'art, de quoi parle-t-on ? Alors, que sont les métiers d'art ? Je vais vous apporter une définition relativement théorique, mais pour expliquer un petit peu effectivement de quoi on parle. Quand on dit métier d'art, ça reste une notion assez floue pour la plupart des personnes. Et les artisans ici présents seront beaucoup plus concrets après dans leurs exemples. Alors, les métiers d'art sont recensés dans une nomenclature très précise qui compte exactement 281 métiers répartis en 16 domaines. Beaucoup de métiers sont connus. On peut citer par exemple céramiste, luthier, bijoutier, ébéniste, maroquinier, tapissier, décorateur ou coutelier. D'autres le sont beaucoup moins, comme par exemple le métier de campaniste. Campaniste, c'est celui qui restaure ou qui entretient les cloches. Le métier de dominotier, qui est celui qui fabrique des papiers imprimés pour de la décoration murale ou d'autres supports. Ou encore le métier de chaumier, qui est celui qui fabrique des toits de chaume.
Quels sont les points communs à tous ces professionnels des métiers d'art? Ils exercent tous une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation ou de restauration du patrimoine, qui est caractérisée d'une part par la maîtrise de gestes et de techniques. Ensuite, c'est toujours en vue du travail de la matière. La matière est au cœur du travail des professionnels des métiers d'art. Et enfin, leur production nécessite un apport artistique. Ces critères sont tous importants pour décrire un métier d'art. Ils sont vraiment, les trois comptent pour déterminer ce qu'est un métier d'art. Parmi les professionnels installés dans les métiers d'art, la majorité sont des ateliers indépendants dans lesquels les artisans travaillent seuls, mais il y a aussi des entreprises avec plusieurs salariés et des apprentis aussi, et il y a quelques manufactures aussi en France. Les métiers d'art se retrouvent aussi sur des valeurs communes au-delà de cette définition. Ils se retrouvent tous autour de la passion pour leur métier, la recherche permanente de l'excellence, la satisfaction d'apprendre des gestes ancestraux et de les faire évoluer grâce à de l'innovation permanente, et enfin l'envie de transmettre ces savoir-faire d'exception. En Auvergne-Rhône-Alpes, on compte environ plus de 6000 professionnels des métiers d'art sur l'ensemble des 12 départements. Voilà pour la définition introductive. Sarah, merci beaucoup, puisque grâce à toi, on comprend mieux ce que recouvrent ces métiers d'art. Je vous propose maintenant de passer donc à la partie suivante. Je me permets de faire pardon, Pierre, je vous coupe un instant pour rappeler aux participants qu'il y a le chat en ligne et que vous pouvez poser toutes vos questions durant la table ronde. Il y a une équipe ONICEP qui est derrière le chat et qui répondra à toutes les questions au fur et à mesure de leur arrivée quand elles concernent les formations notamment. Et si vous avez des questions qui concernent plus les artisans, elles seront, on leur transmettra à la fin de la table ronde, voilà, pour un échange questions-réponses à la fin de la table ronde. Merci beaucoup, Claire. J'en profite pour remercier donc, personnellement mes 3 collaboratrices, Perrine Vialan, Karine Tigny, Florence Pesselon, très investies sur ce dossier. Alors, tout à l'heure, en introduction, avant le début de la conférence, vous avez peut-être reconnu quelques mesures de Camille Saint-Saëns, compositeur que j'aime beaucoup, fin 19e siècle. Et à la même époque, en fait, Gustave Flaubert avait écrit Bouvard et Pécuchet, un roman qui est absolument hilarant. Et à la fin de ce roman, il y a un dictionnaire des idées reçues. Donc, je vous propose de placer nos échanges sous l'auspice de Gustave Flaubert et en essayant ensemble de déconstruire quelques idées reçues sur les métiers d'art. Donc, avec Sarah, on en a sélectionné 3. Il y en avait d'autres. C'est toujours des choix difficiles. Mais avec nos 6 artisans d'art qui ont bien voulu se prêter à l'exercice, en fait, on va faire des binômes d'artisans pour les interroger sur 3 idées reçues. Alors, commençons par la première idée reçue. Souvent, on pense que ces métiers d'art sont uniquement centrés sur la restauration d'œuvres anciennes et qu'ils font appel à des savoir-faire d'exception, mais des savoir-faire un peu, disons, traditionnels, un peu figés. Donc, je vous propose à ce propos d'interroger François Simon-Fustier, notre maître d'art horloger de la Croix-Rousse, et Aldo Possel, restaurateur de tableaux anciens installés au Brotteau, pour échanger sur cette première idée reçue. François, tu commences ? Alors oui, volontiers. Comme Aldo, moi j'interviens sur des objets qui sont anciens. Une des difficultés de notre métier, c'est que les objets, les horloges, il faut qu'elles continuent de fonctionner comme au premier jour. Et on utilise maintenant depuis quelques années à l'atelier la 3D, d'une part pour venir archiver des mécanismes qui ne sont pas documentés, parce que nous on travaille essentiellement sur de la pendulerie et de l'horlogerie. Donc il y a très très peu de documentation qui existe, il y en a même pratiquement plus. Donc on utilise la 3D pour recréer des dessins. Et le plus bel exemple qu'on ait à donner, c'est l'intervention qu'on a faite au Portugal entre 2018 et 2020. On est intervenu sur les 2 plus grosses horloges carillon du monde, qui faisaient 25 tonnes chacune, qui dataient de 1730, qui n'avaient pas de documentation.
Et donc, on est venu sur place pour, pièce par pièce, avant le démontage, redessiner l'horloge pour que nos collègues portugais puissent avoir des tutoriels de démontage. Donc, on a vraiment utilisé la modélisation 3D, mais au sens de dessin, pas au sens d'impression 3D. On a donc utilisé le dessin 3D pour créer des outils de conservation et de travail. Et à l'atelier, de la même façon, là aujourd'hui, on est en train de restaurer par exemple une pendule lyre qu'on rétablit dans son fonctionnement du 18e. Et là, pour savoir comment faire, on a redessiné tout ce qui était existant. Et sur le jumeau numérique qu'on a créé, on a donc supprimé tout ce qui doit disparaître. On est en train de redessiner les pièces telles qu'elles devront être. Et à partir de ces plans-là, une fois qu'on aura fait fonctionner virtuellement le mécanisme sur informatique, on pourra refabriquer les pièces. Donc là, on utilise un mix, on va dire, de la technologie au service de la main. Merci beaucoup, François. En fait, à côté de tes compétences d'horloger, donc tu as associé des compétences liées aux nouvelles technologies et ça en recrutant des collaborateurs, en fait, c'est ça, hein? Alors, recrutement d'autant plus beau qu'il a été fait grâce à la Fondation du patrimoine. Voilà. D'accord. Donc, la Fondation du patrimoine était venue nous aider en soutenant le projet avec une bourse qui m'a permis de commencer de financer le poste de Sébastien, qui était économiquement pas viable dans son début, même encore aujourd'hui est quand même un peu compliqué. Bon, là, on a l'Université de Grenoble qui nous rejoint dans un beau dispositif. Donc, je vous en parlerai dans quelques temps. Merci beaucoup, François. Alors, tournons-nous vers Aldo Possel. Aldo, vous, en tant que restaurateur de tableaux anciens, comment qualifieriez-vous vos savoir-faire? Est-ce que c'est uniquement des savoir-faire traditionnels? Alors non, pas du tout. On est de plus en plus scientifique. On fait beaucoup appel à la chimie. On travaille avec beaucoup de solvants. Maintenant, on travaille avec des gels, des solutions tamponnées, on mesure des pH. Enfin, on fait tout un tas de... particulièrement sur tout ce qui concerne le nettoyage des tableaux, où ça devient vraiment très, très chimique. Ensuite, moi, j'utilise l'infrarouge, les ultraviolets, la microscopie. Donc, et puis, quand on utilise des adhésifs, c'est pareil, c'est encore de la physique et de la chimie, parce qu'en fait, on a des règles à respecter en restauration. La règle de base, c'est la réversibilité. Donc, on doit pouvoir faire machine arrière à tout moment. On doit partir du principe que ce que l'on fait aujourd'hui, même si on considère que c'est le summum de nos connaissances, peut-être que dans 200 ans, on sera considéré comme de la préhistoire par rapport à la conservation des objets d'art. Donc, on doit rester très humble et avoir une démarche très scientifique. Voilà. Merci beaucoup. Après, évidemment, il y a le coup de main qui intervient, qui est important. Et vous, de la même façon, donc en fait, vous allez chercher des compétences chez des collaborateurs, en fait. Voilà, c'est là tout l'intérêt de travailler à plusieurs. Nous sommes 4 et c'est bien de pouvoir prendre du recul sur son travail, de consulter ses confrères, ses consoeurs, d'échanger avec les autres pour conforter les choix que l'on fait quand on est face à des œuvres d'art. Voilà, pour être sûr de ne pas prendre de mauvaises décisions, toujours par rapport au respect que l'on doit à tous les objets sur lesquels nous travaillons. Merci beaucoup. Donc, à travers vos deux témoignages, on comprend bien que même si ces métiers d'art sont basés sur un vrai savoir-faire traditionnel qui a été transmis, on en parlera tout à l'heure dans le deuxième sujet de table ronde, vraiment, les savoir-faire sont loin d'être figés. Vous associez des compétences complémentaires liées aux techniques vraiment de pointe, que ce soit en chimie ou que ce soit en modélisation 3D. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, je propose de passer à la deuxième idée reçue et cette fois d'interroger Marine Ferrand, donc brodeuse, et Gilles Tavernier, ferronnier d'art, sur cette idée. Est-ce que les métiers d'art seraient réservés soit à des hommes, selon les métiers, ou soit spécifiquement à des femmes, selon les métiers? Donc, Marine, est-ce que vous voulez commencer? Oui, bien sûr. Alors, quand on pense en général brodeuse, on pense brodeuse justement et pas brodeur.
alors que ce métier n'est pas du tout figé pour hommes ou femmes. D'ailleurs, on connaît certains grands brodeurs comme Pascal Jaouen ou encore Mathias Ouvrard et même François Lesage qui est à l'origine de la maison Lesage, donc qui prouve bien qu'il n'y a pas que des femmes qui font ce métier. Et si on élargit un peu plus loin, en dehors des frontières, il y a beaucoup de castes d'hommes qui sont brodeurs. Si on va en Inde, au Pakistan, c'est essentiellement des hommes qui vont broder dans les ateliers. Donc ce métier n'est pas réservé spécifiquement aux femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité de femmes, mais c'est pas, il n'y a pas que des femmes. Merci beaucoup. Gilles, concernant la ferronnerie d'art, on se représente plutôt un forgeron costaud. Est-ce que ça correspond à la réalité que vous vivez? Eh bien, en fait, j'allais dire non. On peut vivre, on va dire, de surprise en surprise. La première fois que j'ai vu des femmes dans les ateliers de forge, c'est effectivement en Angleterre, en Allemagne, lors d'un échange avec la Chambre du métier du Rhône et de Cologne. J'ai rencontré une jeune femme de 20 ans derrière un gros marteau pilon. Et là, effectivement, pour un Français qui n'avait pas eu cette habitude de voir des femmes dans des ateliers de forge, effectivement, le regard par l'international m'a ouvert les yeux. Et depuis, en fait, à travers la formation que je côtoie en France, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui veulent devenir ferronnières, comme il y en a déjà eu auparavant. À Lyon, on a eu Mick Michel qui faisait un peu de la sculpture sur inox, entre autres. Là. Elle est pas forcément en utilisant des techniques traditionnelles, mais en même temps en mettant en valeur la matière première avec des techniques modernes qui étaient la ponceuse, entre guillemets, qui était quand même une évolution de l'outil. Et encore aujourd'hui, dans les nombreuses jeunes femmes que j'ai eues en stage d'orientation et de perfectionnement en ferronnerie, j'appréciais beaucoup leur spontanéité dans le dessin, il y a un côté beaucoup plus sensible, beaucoup plus spontané. Et franchement, c'est vraiment une complémentarité qui fait du bien aux jeunes garçons qui sont parfois un peu timides. Et ça fait du bien, en tout cas, d'en avoir dans les ateliers. Tout à l'heure, Gilles, vous me parliez, quand on est en échange par téléphone, aussi de la présence de ces femmes dans les ateliers et que ça apporte aussi un plus. Évidemment. Évidemment, quand vous avez de jeunes demoiselles avec des super beaux yeux ou peu importe, elles apportent un petit peu, je dirais, une douceur, un calme dans l'atelier et un respect mutuel entre nous parce qu'il y a cette présence féminine qui est là, qui permet de faire le lien entre chacun. Et puis, elles apportent leur complémentarité et leur niaque, on va dire. Ça pousse les jeunes garçons parce que des jeunes femmes dans l'atelier, c'est souvent des femmes de caractère. Et franchement, quand elles demandent aux garçons, pousse-toi, je vais le faire à ta place, ou bien bouge pas, ça m'intéresse, j'ai envie d'apprendre ce geste, laisse-moi faire, je dirais que ça fait du bien. Ça fait du bien, et à la fois sur le plan de l'atelier, à la fois sur le plan de l'histoire de l'art, tout ce qui concerne la culture générale, entre guillemets, elles ont leur mot à dire au niveau du dessin, l'expression du dessin. Beaucoup de pièces de création proviennent de gestes de stagiaires qui spontanément balancent des idées que d'autres garçons n'ont pas. Je trouve que la complémentarité est intéressante et ça fait du bien, ça recadre un peu les jeunes garçons. Merci Gilles. Et vous me disiez aussi qu'il y avait des marteaux de toute taille, quoi. Donc on ne s'imagine pas manipuler des outils colossaux, quoi. Voilà, on le voit par le biais des échanges internationaux entre le petit Chinois qui va travailler avec un tout petit marteau et l'Américain qui va travailler avec un gros marteau pilon. On peut très bien envisager une femme travailler soit avec des petits marteaux, soit derrière un gros marteau pilon. La complémentarité des outils permet qu'il y en ait pour chacun. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup Gilles et Marine pour vos interventions. Si je peux me permettre, je voudrais juste compléter ces propos sur la féminisation des métiers pour préciser qu'aujourd'hui, à peu près en France, dans les métiers d'art, près de 60% des chefs d'entreprise dans les métiers d'art sont des femmes. Voilà, on a une légère supériorité du nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes dans les chefs d'entreprise dans les métiers d'art. Merci Sarah pour cette précision. Alors, passons à la troisième idée reçue.
qui a trait à la commercialisation. Alors, est-ce que ces métiers d'art s'adressent à une clientèle qui serait supposée plus élitiste? Qu'en est-il alors? Est-ce qu'il y a des marchés spécifiques ou plutôt des marchés variés? Donc, pour répondre à cette question, donc je cède la parole à Nicolas Salagnac et à Luc Vaganet. Luc? Oui, tu veux que je démarre? Bah, si tu veux. Moi, je trouve qu'on a un faisceau assez élargi. Effectivement, on peut avoir des collectionneurs assez argentés qui vont nous confier des meubles de haute valeur. L'année dernière, nous avons restauré quand même un meuble qui provenait du palais Stroganov à Saint-Pétersbourg, une vente de Sotheby. Ce meuble s'est quand même vendu 400 000 euros. Mais à côté de ça, nous travaillons également, nous avons une vie de quartier. Et nous sommes prestataires de services. Il y a aussi une notion de service. C'est-à-dire que quand vous avez votre voisine un peu âgée qui vient vous porter une chaise, nous lui apportons le même service. Alors effectivement, ça va de 100 euros à 8 ou 9 000 euros de restauration. Et puis, je dirais qu'ensuite, il faut aussi regarder, comment dire, il y a le côté sentimental, oui, du meuble. Hein. Les gens se permettent une dépense parce que ce meuble va leur rappeler un lieu, une personne. Et donc, voilà, il n'y a pas. Le problème du prix, il est bien sûr conséquent, mais il regarde aussi la valeur sentimentale de l'objet par rapport à un vécu, comme je vous disais, un lieu, une personne, un père, une mère. Et on a un petit peu ce souci, effectivement, avec les jeunes qui ont peut-être un peu plus de mal dans une société où tout coûte quand même relativement cher et qu'on est un petit peu dans une mondialisation ou une standardisation. Mais nous avons quand même une clientèle aussi de jeunes très intéressés parce que passionnés par le meuble ancien et qui permettent effectivement de faire je dirais, de mettre de l'argent de côté pour restaurer un objet, un meuble qui aurait cher. Luc, vous nous disiez aussi tout à l'heure qu'à côté des particuliers, vous avez aussi répondu à des appels d'offres, en fait, Oui, pour rénover, restaurer du patrimoine bâti. Enfin... Tout à fait, oui. Depuis 35 ans, c'est vraiment notre spécialité avec une clientèle de particuliers. Il y a 10 ans, on nous a proposé de répondre à l'appel d'offres pour la restauration du mobilier du palais de justice de Lyon. Mais c'était un chantier énorme pour nous. Ça représentait pratiquement 10 000 heures de travail. Mais quelque part, ça tombe à une belle période parce que cette année 2008, avec l'affaire Madoff, les subprimes, je crois qu'il y a eu un effet domino sur l'économie mondiale et même au niveau de nos métiers, mon métier d'artisan, je l'ai ressenti. Alors, heureusement, nous avons été retenus pour cet appel d'offres qui a duré 4 ans sur la restauration du mobilier du palais de justice. Et ça nous a permis de mettre un pied à l'étrier sur pour répondre justement aux appels d'offres pour le marché public. Et depuis, nous avons travaillé pour l'Hôtel-Dieu, sur le réfectoire, sur la porte monumentale de la chapelle Hôtel-Dieu, les petites chapelles intérieures dans la chapelle Hôtel-Dieu et bien d'autres. Nous sommes intervenus dernièrement sur un très beau retable classé monument historique à côté de Dole, dans le Jura. C'est un chantier qui a duré quand même étalé sur une année et il y avait 3 000 heures de travail. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut répondre à un particulier, on est assez éclectique, hein, ou avec François-Simon Fustier sur la restauration de cartels à Vaux-le-Vicomte. Mais après, je dirais qu'il y a le savoir-faire et on adapte en fonction de l'objet, qu'il soit gros, grand, petit. Mais c'est des chantiers prestigieux. Merci beaucoup, Luc. Nicolas, en tant que donc graveur, médailleur, oui, c'est pas médaillé. Et j'ai retenu la leçon. Donc, graveur médailleur, vous êtes aussi meilleur ouvrier de France. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur la diversité des marchés? Moi, je n'ai pas vraiment de règles et dans tout ce qui a été cité là, il y a effectivement, parfois, c'est des appels d'offres, c'est des appels à concours, et puis c'est des particuliers, c'est des entreprises, sont des institutions. Donc, moi, j'aimerais bien avoir qu'un canal unique, ce serait un petit peu plus facile. C'est toujours complexe pour moi de répondre à un appel d'offres et
J'ai été invité à m'inscrire sur des plateformes, mais qui répondent jamais ou trop peu à mon activité. Donc, enfin, voilà, c'est assez compliqué pour moi sur ça. Donc, je travaille plus avec le bouche à oreille. Mais ce que j'aime bien dans mon métier, c'est la possibilité. C'est ce qui est génial dans les métiers d'art, c'est qu'à la base, notre travail et notre passion va permettre au particulier de pouvoir ramener chez lui ou offrir à son épouse ou un souvenir ou quelque chose de particulier, quelque chose d'unique. Et puis, c'est aussi de répondre à une institution. J'ai eu la chance de pouvoir faire la médaille du président de la République en 2008 à l'époque. Comment j'ai fait, c'est pas que j'en sais rien, mais j'ai juste proposé mes services. Et puis, cette fois-là, j'ai eu un retour positif et j'ai pu travailler avec la directrice de cabinet à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et ça a été un super travail où là, j'ai pas compté mon temps. Je le compte rarement d'ailleurs, mais voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir répondre aussi un jour à 2 étudiantes qui voulaient faire une médaille en hommage à leur professeur de cardiologie qui partait en retraite. Et elles m'ont dit, oui, mais ça va peut-être nous coûter cher. Je leur ai dit, voilà, vous avez quel budget? Et j'ai fait avec leur budget. Et elles étaient vraiment ravies. Et un jour, en faisant une expo à Paris, je ne sais plus où exactement, je vois arriver ce fameux professeur que je reconnaissais parce que j'avais passé quelques heures sur son portrait et qui venait me remercier de cette médaille-là. Donc, vous voyez, entre la médaille pour l'Élysée ou la médaille pour la ville de Lyon, pour les sénateurs, pour différents sujets sur lesquels je travaille, j'aime bien aussi le particulier pour pouvoir faire des choses qui restent aussi et qui marquent. Voilà. Merci beaucoup Nicolas et Luc pour vos analyses et vos témoignages sur cette question de la commercialisation. Donc, voilà pour ce premier temps d'échange, cette déconstruction de plusieurs idées reçues. Je vous propose de passer maintenant à la deuxième partie de notre table ronde. Avant, je vous rappelle que c'est tout à fait possible de poser vos questions par chat et que mes collaboratrices ensuite nous transmettront un peu des éléments et à l'issue de la table ronde, on aura un temps de questions-réponses. Alors, je remets le support pour avoir les questions de la deuxième partie. Voilà. Alors, transmission de savoir-faire d'excellence. C'est vrai que c'est un enjeu clé concernant les métiers d'art. L'important, cet enjeu de transmettre, sachant qu'il y a un vrai risque, au fond, de perdition, de déperdition de ce savoir-faire traditionnel s'il n'y a pas des mesures précises qui soient prises dans ce sens. Et il nous a semblé intéressant de discuter avec nos artisans d'art de 3 points concernant cette transmission de savoir-faire, des points qui sont quand même spécifiques à ces métiers. Et je voudrais commencer par aborder cette question de la relation un peu privilégiée entre le maître, l'élève, le maître, l'apprenti. Et ensuite, on verra la question de la préservation de ces compétences. Et on viendra après sur une notion plutôt de formation tout au long de la vie. Donc, pour aborder la première question de la relation maître-apprenti, j'ai souhaité solliciter donc, François Simon-Fustier, qui est maître d'art, justement, qui participe à ce dispositif qui était instauré par le ministère de la Culture il y a déjà quelques années, inspiré du Japon. Au Japon, il y a des artisans d'art qui sont considérés comme de véritables trésors nationaux vivants. Donc, François, est-ce que tu peux nous parler de cette relation privilégiée maître d'art-élève? Alors, moi, cette relation, je l'ai d'abord connue avec des apprentis, j'en ai formé 15, et Robin a au début été mon apprenti. Dans l'apprentissage, je pense que nous, les maîtres d'apprentissage, on a une dimension à remplir qui est complètement différente de celle d'un professeur. On a un rôle sociétal qui est très important. Et il ne faut pas avoir peur de dire tout un tas de choses hyper importantes aux jeunes
qui sont tout à fait capables de les entendre et au contraire, qui sont nettement mieux quand on les leur a expliqué. C'est-à-dire que typiquement, chez moi, ils savent que le mot patron, c'est pas péjoratif. Patron, c'est mon nom. Voilà, ils m'appellent patron. Ils m'appellent pas par mon prénom, ils m'appellent pas monsieur, parce que des messieurs, il y en a plein dans la rue. Moi, quand je sais qu'il y a quelqu'un qui dit patron, c'est un de mes gars. Donc forcément, c'est un lien, et c'est un lien important. Ensuite, il est d'autant plus important ce lien que typiquement Robin, maintenant, qui est dans le dispositif maître d'art élève avec moi, ça fait 13 ans qu'il est avec moi. Bon, il y a quelques temps, quand on est rentré dans le dispositif, je lui ai dit, écoute, tu vas pas continuer de m'envoyer des patrons sans arrêt, appelle-moi par mon prénom. Il a été très ému. Comme quoi, même moi de le dire, ça me fait quelque chose. Ah il oui, y avait un nouveau lien qui se crée. Voilà, c'est des trucs idiots, mais dans la filiation, c'est très, très, très important. Et je pense qu'on a aussi comme rôle à ces jeunes de leur expliquer ce que c'est qu'une entreprise, que le fait de gagner de l'argent, c'est pas du tout vilain. Ça permet au contraire de salarier des employés. Il faut parler de rentabilité et qu'on n'est pas des gros méchants américains si on parle de ça. Donc il y a toute une pédagogie très très importante à avoir. Donc là, effectivement, la Chambre de métier a des aides à la formation et à la pédagogie qui sont existantes et qu'il faut à tout prix que les maîtres d'apprentissage aillent chercher. Bon, après, effectivement, la problématique se pose dans certains métiers. Typiquement dans le mien, le référentiel des formations est tellement éloigné de ce qu'on fait aujourd'hui dans l'atelier que ça fait 2 ans que je n'ai pas pris d'apprenti. On prend des stagiaires, mais on ne prend plus d'apprentis. En revanche, on est en train, et là, c'est là où le titre de maître d'art va sans doute m'aider, c'est que je suis en train d'essayer de mettre en place avec la profession, cette fois-ci, des CTM, c'est-à-dire non pas des CAP, mais des certificats techniques du métier, pour faire des sortes de mentions complémentaires, on va dire, pour adjoindre des formations et que le savoir ne soit pas perdu. Ce sont des certifications tout à fait spécifiques, quoi. François, moi, je voulais juste t'interroger. Moi, il y a un point qui me fascine, c'est de savoir à quel moment un apprenti progresse et change de statut. Toi, tu as parlé justement du moment où ton apprenti finalement a changé de statut quand tu l'as appelé différemment. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a le passage d'apprenti à maître? En 2 mots, si c'est possible. Alors déjà, il faut qu'ils continuent, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent butiner dans nos métiers, on va dire, comme dans tous les métiers. Heureusement, ils n'ont pas obligation de faire leur parcours professionnel là-dedans. Et je pense qu'on devient maître dans son métier quand on commence vraiment d'avoir les gestes. Et comme dans tous les métiers, que tous mes collègues qui sont là, je pense qu'il faut une dizaine d'années pour être compétent dans son métier, pouvoir être autonome. Et c'est une aberration de vouloir faire croire à des jeunes qu'au bout de 2 ans, avec un diplôme, ils peuvent s'installer. On les envoie dans le mur. Ils n'ont pas d'anciens à qui poser la question. Et ensuite, on est tous, quand on s'installe, on a tous la prétention de savoir plein de choses. On a envie de montrer ce qu'on sait. Et on oublie complètement d'aller demander aux anciens s'ils ne peuvent pas nous aider. Et ça c'est très, très dommage. Vraiment important. Oui. Merci beaucoup, François. Donc, j'aimerais maintenant interroger Marine Ferrand sur cette question de la relation entre une brodeuse et son apprenti. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Déjà, je vais pouvoir rebondir sur ce qui a été dit juste avant, puisque moi, je suis jeune brodeuse, donc je n'ai pas encore fini d'apprendre, justement. J'ai appris et je continue toujours d'apprendre grâce à une ancienne grenadière, donc c'est le nom qu'on donnait aux brodeuses au fil d'or dans le canton de Noirétable. Et ça a été compliqué déjà de trouver, pour ce métier en tout cas, de trouver quelqu'un, une ancienne grenadière qui veuille bien déjà transmettre. Parce qu'à l'époque, c'était un métier qui se transmettait de mère en fille ou avec la voisine, mais vraiment toujours en proximité. Dans le canton de Noirétable. Donc moi, arrivant d'ailleurs, déjà, c'était un petit peu plus compliqué. Et j'arrivais avec un diplôme. Et c'est vrai que pour d'anciennes grenadières, elles ne comprenaient pas pourquoi, moi, arrivant avec un diplôme de brodeuse, je voulais apprendre encore. Elles me disaient qu'elles n'avaient rien à m'apprendre, ce qui n'était pas du tout le cas, justement.
Et on a fini par convaincre une ancienne grenadière qui a bien voulu me transmettre tous ces gestes en fait qu'on n'apprend pas forcément à l'école, qu'on n'apprend pas dans nos premières années de métier. Toutes ces petites techniques qu'elle avait avec ces 40 années de métier qu'elle avait derrière elle. Donc c'était ça qui était vraiment important et tout cet échange du métier, de comment il était aussi à l'époque, puisque du coup, c'est une dame qui était quand même assez âgée qui m'a transmis, ce savoir-faire et que je continue d'aller voir, à qui je pose toujours mes questions justement sur ce savoir-faire parce qu'il y a plein de choses que j'apprends encore et que je pense que dans les métiers d'art, on en apprend, tous les jours. Très bien. Merci beaucoup Marine. C'était très, très intéressant parce que là, il est vraiment question d'un savoir-faire extrêmement spécifique et extrêmement localisé, quoi, en fait. Hein. Complètement, parce que des brodeuses d'art en France, on en trouve encore beaucoup. Et il y a encore des écoles qui nous forment. Mais le métier de brodeuse au fil d'or, c'est encore une particularité dans le métier qu'on voit très peu à l'école et qui est dommage du coup. Et de pouvoir garder ce savoir-faire, le transmettre, c'est important. Merci beaucoup Marine. Je vais passer donc à la deuxième question, à savoir justement ces aspects ces enjeux de préservation donc des compétences d'exception. Et pour cela, donc, je donne la parole à Nicolas et à Luc sur cette question de voilà, comment préserver, pourquoi il y a un enjeu de préservation de ces savoir-faire d'exception. Je Je pense commence, comme tu veux, allez, je commence. Je pense qu'il est historique, avec notre belle histoire de France. Il serait quand même dommageable qu'on n'ait pas des hommes pour entretenir, restaurer tout ce patrimoine. Donc, je pense qu'il est extrêmement important, effectivement, que cela continue très longtemps. Et je pense qu'avec cet effet Covid, beaucoup de gens reviennent un petit peu à l'essentiel et aiment justement ce côté peut-être historique, ce côté de faire travailler un artisan de son quartier, éviter effectivement d'aller à l'autre bout du monde. Alors je dirais qu'il y a les deux écoles, parce qu'il y a de tout. Mais c'est vrai que les jeunes, je trouve, ont un discours et puis une attitude où il y a vraiment une reconnaissance de l'artisanat. Merci. Il y a cette recherche de sens, c'est vrai, et puis aussi… comment ? Ouais, le concret, véritablement pouvoir travailler de ses mains, de ne pas être un pion dans une multinationale. Merci. Nicolas, concernant la préservation de compétences, vous évoquiez une histoire lyonnaise pour les médailles. Oui, et en même temps, je voudrais rebondir sur ce que disait notre amie brodeuse, comme quoi dans les métiers d'art, on apprend tous les jours et quel que soit son niveau, c'est ce qui est en même temps génial. Pour la petite histoire par rapport aux graveurs médailleurs, ce sont les Lyonnais qui ont frappé la première médaille française en 1499 pour le passage de Louis XII et Anne de Bretagne. Voilà, donc je ferme la parenthèse. La médaille n'était pas top parce que les médailles à l'époque étaient plutôt fondues, mais la première médaille frappée a été faite par les Lyonnais. Quant à la préservation du savoir-faire, moi, je suis prof aussi dans un lycée professionnel et de transmettre, c'est vraiment important. Ça fait partie de la charte des meilleurs ouvriers de France. Et j'ai un ami ébéniste, Michel Germont, qui disait « Celui qui part en retraite sans avoir transmis part en voleur ». Voilà. Et donc, la transmission est vraiment importante. Ce qui n'est pas facile aujourd'hui sur cette transmission, c'est qu'on a une petite tendance à vouloir prendre des raccourcis en allant vers les nouvelles technologies, et j'ai rien contre les nouvelles technologies, mais pour pouvoir rentrer dans nos métiers, il faut découvrir les gestes, la matière, et le travail main pour ça est vraiment important. On ne va pas se cacher derrière le fait qu'on ne peut plus faire comme les anciens il y a 20 ans, il y a 50 ans, parce que tout évolue, mais le fait d'apprendre à travailler à la main, ça oblige à se poser des questions, ça permet de comprendre la matière, et après qu'on l'usine avec une commande numérique, qu'on l'usine à la main, et c'est ça qui est difficile de faire comprendre. Il faut absolument passer par ces étapes un petit peu de base. On va parler d'Mbappé aujourd'hui, comme quoi il joue bien au foot, mais il faut voir toutes les années
où il court vite et il apprend à dribbler, et tout l'entraînement qu'on ne voit pas. Dans nos métiers d'art, c'est pareil. Les gens peuvent être attirés par ce qu'on fait parce que, pour ce qui me concerne, d'avoir fait une médaille d'un président de la République, waouh, super, mais il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Merci beaucoup. J'ai aussi à cœur, je veux juste insister sur le fait de faire découvrir nos métiers, justement dans ces stages découvertes en fin de troisième. Moi, j'en prends assez régulièrement, justement, des jeunes qui se cherchent un petit peu, et de pouvoir leur donner l'opportunité de s'ouvrir à des métiers comme les nôtres. Merci. C'est l'occasion de rappeler peut-être, Sarah, qu'un des objectifs des Journées européennes des métiers d'art, c'est justement l'ouverture des ateliers. Exactement. Ces journées sont tous les ans l'occasion pour le grand public, amateur ou pas de métiers d'art, de venir découvrir la diversité de ces métiers, leur richesse, de rencontrer les professionnels des métiers d'art, de découvrir votre passion. On le sent, chacun d'entre vous, là, quand vous parlez, que vous parlez avec votre cœur, quand vous parlez de votre métier, de votre savoir-faire. Et puis de découvrir les créations et aussi d'acheter, parce que les métiers d'art, au-delà d'avoir de beaux savoir-faire, sont aussi des entreprises. Et donc, potentiellement, nous sommes tous des clients de ces professionnels, et ils l'ont dit tout à l'heure très bien, il y en a pour tous les budgets, donc il ne faut pas hésiter à franchir la porte des ateliers, à rencontrer les professionnels, à comprendre leur travail et à repartir avec une pièce qui a une histoire. C'est toujours plus satisfaisant d'acheter une pièce dont on connaît le créateur plutôt qu'une pièce qui est sur l'étal d'un grand magasin sans âme, quoi. Merci, Sarah. Alors, passons à la troisième question autour de la transmission du savoir-faire, avec une notion d'apprentissage ou de développement des compétences tout au long de la vie. Et pour cela, donc, j'appellerai Aldo Possel et puis Gilles Tavernier pour nous donner leur avis sur cette question du développement des compétences tout au long de la vie. Comment, Gilles? Oh, vas-y, tu es parti là. Comme je disais tout à l'heure, c'est des métiers où on doit rester vraiment très humble. Et je pense, moi, ça fait 26 ans que j'exerce et j'ai l'impression d'apprendre tout le temps. Il y a même des périodes où je me dis, j'ai l'impression que plus j'avance, moins j'en sais. Et voilà, donc il faut toujours se remettre en question, il faut toujours se former. Alors, se former, ce n'est pas forcément se former par des formations bien établies, ça peut être se former au contact des autres. Ça peut être se former en discutant avec ses confrères, ses consoeurs. Ça peut être se former en faisant des recherches. Avec maintenant l'outil Internet, on a accès à beaucoup d'informations. Et puis, c'est important de transmettre tout ça aussi. Alors moi, dans ma profession, l'apprentissage n'existe pas, mais par contre, on reçoit beaucoup de stagiaires. Et nous sommes 4 dans mon atelier, tous issus de formations différentes. Donc, voilà, tout ça, c'est un petit melting pot qui finalement est très riche, puisque chacun apporte ses compétences, chacun apporte ses formations. Moi, j'ai des gens qui viennent de Paris, d'Italie. Voilà, donc, voilà, c'est l'humilité et la formation permanente, très importante, à mon sens. Merci beaucoup, Aldo. Gilles, tout à l'heure, vous évoquiez des métaphores sportives pour nous faire comprendre l'importance du développement des compétences tout au long de sa carrière. En effet, c'est qu'on peut venir à nos métiers par passion ou par rapport à une certaine spécialité. On peut être intéressé par le côté forge, et en fait, après, il peut y avoir le côté soudure, il peut y avoir le côté construction métallique en règle générale. Et effectivement, moi, ça m'a fait penser à une activité sportive que j'ai eue comme passion quand j'étais adolescent, qui était l'athlétisme. Au départ, j'avais effectivement, de par ma taille, une certaine facilité pour certaines disciplines. Et petit à petit, je me suis pris de goût pour les 12 disciplines du décathlon, parce que quand on en a marre de faire du 100 hauteur, on va se défouler en lançant le javelot, on passe du coq à l'âne, mais à chaque fois, on essaye d'être le meilleur et de progresser dans la discipline dans laquelle on a des faiblesses. Eh bien, ce que je retrouve dans mon métier de ferronnier d'art, c'est exactement la même chose.
ce n'est pas pour rien si j'ai passé 4 CAP et 2 brevets de maîtrise au début de ma formation. C'était justement pour pouvoir expérimenter la connaissance de la matière première, qui est l'acier, sous la forme de la construction métallique, au service de l'architecture, sous la forme de la tôle pour l'industrie en tant que chaudronnier, en travaillant la soudure pour comprendre ce qu'il y a derrière le mot de soudeur agréé pour le nucléaire, pour vraiment faire le lien après entre une pièce soudée qui va être reforgée derrière, ne devant pas casser, parce qu'elle va subir de vrais chocs lors de l'impact sur l'enclume. Donc, tous ces parallèles-là. Après, il y a le CAP de ferronnier d'art et de soudeur, bien sûr, et les brevets de maîtrise qui amènent à des complémentarités sur la gestion d'entreprise, sur la psychopédagogie, sur le dessin, l'informatique, voilà. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on nos métiers nous permettent d'être un multicasquette, quoi. L'artisanat ouvre aux besoins de compétences en gestion, en tracé, en dessin, en histoire de l'art, en pédagogie envers les jeunes. Voilà, ça m'a fait vraiment penser à ce sport de passion qu'est le décathlon. Et c'était des épreuves combinées, donc avec comme fil conducteur pour vous le travail de l'acier, en fait. Voilà, mais ça me fait penser au titre de mi-ouvrier de France. L'idée, c'est d'être professionnel dans chacune des disciplines. C'est-à-dire, quand on se met à son compte, il faut vraiment avoir des bases solides et savoir de ce que l'on parle. Et quand un client vient nous voir avec un projet aussi plus varié que son voisin, avoir l'écoute et capter les besoins qu'attend le client pour ensuite l'orienter vers quelqu'un qui a les compétences pour cela. Et je n'ai pas forcément le talent pour toutes les spécialités, mais je peux reconnaître envers mes confrères ceux qui portent le talent qui correspond plus à l'attente du client. Et c'est là où il faut faire un peu les solliciter, puis voilà, jouer son réseau. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, Pierre-Louis, il y a également un certain nombre d'artisans présents ici qui sont labellisés entreprises du patrimoine vivant. C'est là aussi une source de labellisation qui est importante. Donc, moi, j'invite tous les professionnels qui sont dans leur métier à se comparer justement avec des référentiels nationaux et ça aide à progresser. Moi, la première fois que j'ai eu le PV en 2006, en gros, je ne le méritais pas. Mais le fait de l'avoir eu fait que je voulais à tout prix le garder, le maintenir. Et 5 ans plus tard, quand j'étais réévalué, j'avais plus que le niveau pour l'avoir. Donc, il faut, je ne parle pas du magnifique concours de Nicolas, qui est le concours de meilleur ouvrier de France, mais il faut effectivement se former toute sa vie. Et les chambres de métier ont de super outils là aussi. Merci beaucoup. Merci François. Alors, on revient au support pour terminer avec quelques éléments d'information pour aller un peu plus loin. Donc, mes collaboratrices ont sélectionné plusieurs sites Internet, un site dédié au GEMA, Journée européenne des métiers d'art, le site de la Chambre des métiers de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, le site de l'INMA, l'Institut national des métiers d'art, qui est un site foisonnant, extrêmement riche sur les métiers d'art. Ensuite, bien entendu, le site de l'ONICEP. Et puis, un site régional, Orientation Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le site du Cariforef, qui est une structure financée par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et l'État. Et maintenant, la minute ONICEP, pour évoquer très brièvement un ensemble d'outils, de services numériques ou de guides papier, l'ONICEP est traditionnellement connu pour ses guides papier, en Auvergne-Rhône-Alpes en 2018 puis en 2020, avec un financement du Conseil régional et de la Chambre des métiers. Nous avons à l'ONICEP donc produit un guide spécifique sur les métiers d'art dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une entrée par matière. Voilà, on en est fiers. C'était un travail partenarial aussi. Et donc, vous pouvez le retrouver en ligne. Voilà pour cette présentation. Donc, nous allons passer maintenant à la phase de questions-réponses. Tout à fait. Donc, le temps d'échange est arrivé.
Il va s'écouler pendant 10 minutes, donc c'est à la fois long, mais à la fois court également. Vous pouvez vraiment profiter de la présence de tous ces professionnels autour de la table ce soir pour leur adresser vos questions par chat. Alors, vous avez été plusieurs à en adresser déjà, que nous avons sélectionnées. J'en ai sélectionné quelques-unes et je vais les adresser moi-même directement aux professionnels. L'équipe de l'ONICEP répond à vos questions qui concernent la formation initiale sur les métiers d'art directement par chat. Et j'ai sélectionné les questions qui concernent le vécu, les activités et les parcours des différents professionnels présents ici ce soir. Et ce sont eux qui vont répondre directement à vos questions. Alors, François, vous êtes privilégié puisque ce soir, vous avez eu 3 questions qui s'adressaient directement à vous. Donc, je vais vous les adresser. Alors, la première question qui vous a été posée par Isabelle Rosas concerne le mode opératoire pour trouver des commandes. Alors, vous avez plus ou moins répondu ultérieurement, mais elle s'intéressait à la manière dont vous avez trouvé le marché qui portait sur la restauration de l'horloge portugaise que vous avez évoquée au début de votre intervention. Alors, moi, je dirais la pire des publicités, c'est celle qu'on ne fait pas. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir des publicités très, très variées. Très bel exemple, très court. Au mois de décembre, j'ai eu le magnifique plaisir d'intervenir en Égypte et sur une horloge qui avait été offerte par la France en remerciement de l'obélisque de Luxor, donc en 1845. Cette commande, elle m'est arrivée par Google. Voilà. C'est le chargé de mission là-bas qui devait s'occuper du dossier, ne savait pas comment trouver un prestataire et il m'a trouvé sur Google. Donc, il n'y a pas de bonne communication, il n'y a pas de mauvaise communication. Il faut être à l'affût, il faut que la communication soit juste et efficace. Voilà, ce n'est pas des grandes phrases, c'est qui je suis, ce que je fais et des images. Merci beaucoup. Une autre question a été posée par Émale Poirier et elle concerne le lien entre le maître et l'élève. Et elle demande si ce lien est toujours aujourd'hui, en 2021, aussi fort que ce que ça a pu être auparavant. Ah ben, oui, pour Robin, de toute façon, Robin, c'est lui qui reprendra mon atelier après. Et puis aujourd'hui, il n'est pas loin de travailler mieux que moi, hein, parce que typiquement, lui, depuis on va dire les 13 années qu'il a passées chez moi, au fur et à mesure, au moins les 10 dernières, il n'a vu pratiquement que des belles pièces. Moi, dans les 40 ans de mon parcours professionnel, je n'ai pas vu que des belles pièces. Donc, je n'ai pas sans arrêt répété des gestes hyper qualifiants et qualifiés. Lui, c'est ce qu'il fait. Donc, en 10 ans, il a répété tellement de fois les gestes qu'il les fait avec une sorte d'automatisme. Et maintenant, il y a un lien qui est vraiment… Souvent, je commence quelque chose et il va le finir, ou l'inverse. Et puis, on s'interroge comme deux professionnels et non plus comme le maître et l'élève. Donc, oui, il faut que le maître dépasse l'élève et c'est ce qu'il est en train de faire. J'en suis très heureux. Merci. Et selon vous, donc cela fait 10 ans qu'il travaille à vos côtés. Selon vous, à partir de quel moment a-t-il été autonome? C'est une autre question qui concerne la durée d'apprentissage avant de pouvoir être autonome dans son art. Je pense qu'on n'est jamais autonome. On a toujours besoin d'un œil extérieur et on peut toujours trouver quelque chose en posant une question à un confrère ou un concurrent. Mais de toute façon, moi, j'ai vu passer il y a quelques mois dans l'atelier un jeune qui avait été réorienté en horlogerie, qui était passé par l'AFPA, qui a voulu reprendre une affaire, qui devait être accompagné par la personne qui la lui cédait. Il a tenu 1 an et demi et il a bu le bouillon. Je pense que de toute façon, il y a tous les métiers qui vont nécessiter non seulement un geste de la main, mais une tenue de ce qu'on a fait dans le temps. Nous, on travaille dans la durée. Aldo, quand il restaure un tableau, Luc, quand il restaure un meuble, Gilles, quand il construit quelque chose, on n'est pas dans une intervention ponctuelle. Donc, il faut non seulement maîtriser le geste, mais avoir intégré
le fait que l'action qu'on a faite, elle doit perdurer. Et ça, il y a qu'au bout d'un certain nombre d'années de pratique, on se rend compte à quel point tout ça, c'est difficile. Moi, je rajouterais qu'il y a une variété en fait énorme dans nos besoins, dans les clients, la demande des clients, et du coup, il faut du temps pour accumuler l'expérience pour sortir de tous ces besoins, quoi. La variété des besoins incite une durée d'apprentissage plus longue. Oui, puis il faut aussi apprendre. Je vois Robin, lui, il est tout content parce que maintenant, il maîtrise tellement bien son métier que les gens l'écoutent, le comprennent et le croient. Mais au début, il pouvait dire exactement les mêmes choses. Elle avait moins de poils au menton. Et dans l'esprit des gens, ça ne marchait pas. Donc là aussi, c'est malheureusement triste, mais le jeune va pouvoir dire quelque chose, ça aura moins de crédit si c'est un vieux barbichu qui le dit. Comme toi? Ouais. Moi, à la base, je me suis laissé pousser la barbichette pour ça, hein. Uniquement parce que j'étais dans le même cas que Robin, je disais des choses, mais j'étais trop jeune pour les dire. Et à partir du moment où j'ai eu un petit peu de poil, bah, ça devenait plus sérieux. C'est idiot, mais c'est des signes. Bon, alors maintenant, c'est blanc, comment c'est crédible. Merci beaucoup. Alors, nous avons plusieurs questions concernant le métier de brodeur, brodeuse. La première d'entre elles concerne la transmission. Une internaute demande comment vous envisagez de transmettre votre art à d'autres personnes. Alors, donc aujourd'hui, de manière générale, le métier de brodeur peut s'apprendre encore à l'école. Donc, il y a 4 écoles en France. Et nous, personnellement, à l'atelier, on fait des formations aussi bien pour des personnes qui ont envie d'apprendre pour leur plaisir ou pour se spécialiser ou pour venir compléter leur formation. Donc, je commence déjà à transmettre le peu de savoir-faire que j'ai, malgré qu'on puisse continuer à apprendre. Et ça permet aussi d'échanger avec ces personnes qui viennent se former. Et merci. Une autre question concernait les débouchés de ce métier. Oui. Alors, en tant que brodeuse, il y a plein de débouchés. Donc, à chaque fois, je prends le terme brodeuse au sens large, pas que brodeuse au fil d'or, mais on va avoir surtout de la haute couture dans le luxe. On peut aussi bien avoir des particuliers. Quand on va être dans la broderie or, ça peut être des hauts fonctionnaires, ça peut être des militaires, ça peut être... c'est assez varié. C'est vrai que le travail le plus gros, ça va être dans la haute couture, mais on peut avoir un petit peu de tout. Merci beaucoup, Marine. Alors, une autre question est beaucoup plus générale et elle porte sur les apports réels du numérique dans tous ces métiers, dans ces métiers d'art. Et l'internaute qui l'a posée pose la question de la complémentarité réelle entre l'outil numérique et le geste de la main. Quel est l'apport réel entre ces deux techniques? Bah, moi, si je peux me permettre de répondre, parce que nous, on travaille là-dessus depuis pas loin de 10 ans maintenant, on se rend compte que de toute façon, typiquement, si j'essaye de faire dessiner un mécanisme à un jeune ingénieur, ça ne marchera pas. Il ne saura pas faire de la rétroconception parce qu'il faudra comprendre de toute façon comment fonctionne le mécanisme pour pouvoir le dessiner correctement. Typiquement, l'horloge du Portugal dont je parlais tout à l'heure, bien évidemment fabriquée en 1730, il n'y a pas 2 dents qui ont les mêmes dimensions. Un dessin fait sur informatique, lui, il va reproduire 48 fois le même module et ce sera... Donc, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il va falloir qu'il y ait une part d'interprétation et on ne peut pas de toute façon transférer l'outil numérique. L'outil numérique ne pourra pas nous remplacer, ce n'est pas possible. Par contre, il peut nous rendre service, il peut nous amener des solutions, il peut nous permettre de communiquer, mais je pense qu'il ne faut surtout pas le voir comme un risque. Il y a des métiers où, comme le disait Nicolas tout à l'heure, il y a un moment où l'outil numérique pourra rendre service, mais à la base, il y aura toujours besoin d'un créateur. Et ce créateur, plus il aura été formé à l'ancienne
en connaissant le geste, le métier, la matière, plus il aura de la valeur. Moi, je peux donner un témoignage. J'ai réalisé il y a 4 ans une énorme véranda de type 1900, un peu comme une serre adossée à un mur, qui m'a fait gagner un prix à Paris parce que justement, je n'ai pas utilisé d'informatique. J'ai tout fait, mes plans à l'ancienne, avec la planche à dessin, comme un chaudronnier, vue de face, vue de côté, vue de dessus, qui m'a permis petit à petit d'obtenir des vraies grandeurs, sans informatique. Donc, ça m'a permis d'économiser, on va dire, l'investissement informatique que j'aurais pu utiliser pour un chantier. Voilà, donc la polyvalence de mes savoir-faire traditionnels de base me permettent de passer du coq à l'âne sans frais, on va dire, au moindre frais, avec un rapport économique le plus rentable possible. Et tout ça avec une excitation intellectuelle qui est vraiment intéressante, alors que l'informatique nous amène à la spécialisation et aux déshumanisation de la chose, on va dire. C'est intéressant pour la communication, mais au quotidien, c'est quand même frustrant pour moi. Je suis d'accord avec toi. Je voudrais pouvoir évoquer une chose que je rappelle tout le temps, parce que j'en ai un peu marre des gens qui me disent « Oh là là, mais vous travaillez encore à la main, vous ne savez pas qu'il existe ceci, cela, et puis l'imprimante 3D ». Quand pour les gens, c'est super moderne, mais je dis, mais attendez, l'imprimante 3D, ça a 20 ans. Le numérique, ça reste qu'un outil. Donc, comme le dit François, voilà, que ce soit un outil qui nous aide à un petit peu plus de performance, moi, le numérique me permet de gagner un petit peu de temps, mais je ne sais pas si j'en gagne vraiment parce qu'il y a tout le travail en amont sur l'ordinateur et tout ça, mais ça me libère un peu les mains pour pouvoir travailler sur d'autres choses. Mais c'est moi qui décide de ce que je vais faire. Et après aussi, et c'est là où ce n'est pas simple, c'est qu'il faudrait que je puisse être formé sur les nouvelles technologies. Et après, je ne suis plus graveur, donc je rejoins Gilles aussi, où à un moment donné, voilà, moi, je peux passer d'un trophée, d'une matrice pour un gaufrage là, ou d'une matrice… Enfin, j'ai cette liberté-là, alors que ma commande numérique, si je veux plus grand, je suis coincé. Alors, il faudrait que j'achète autre chose. Et après, en même temps, ce sont des voies aussi, mais je reste, et je m'arrêterai sur ça, ce que je trouve génial dans les métiers d'art, si juste demain, on forme des gens pour des métiers et puis ces jeunes se lèvent le matin pour appuyer sur un bouton vert pour mettre en route des machines et puis aller se recoucher. Voilà, c'est ce qui est génial dans nos métiers. C'est que, voilà, après, ça reste des outils, il ne faut pas être bête, et puis il faut savoir les utiliser, mais moi, je sais que j'ai des limites financières, mais voilà. Mais moi, ça m'a libéré, ça me permet des formes nouvelles. Après, j'ai d'autres contraintes où mes fraises cassent quand je suis au 10e et plus que le 10e, mais voilà, je m'arrête. Merci beaucoup, Nicolas. Perrine, peut-être encore une ou deux questions. Et oui, car les internautes sont nombreux à poser des questions. Alors, plusieurs questions concernent vos parcours. Les internautes aimeraient comprendre quels ont été les moments forts, des moments importants qui vous ont poussé vers l'exercice de ces métiers. Est-ce que quelqu'un veut témoigner d'un élément marquant dans son parcours? Est-ce que ça a été vos passions qui vous ont guidé vers ces métiers? Est-ce que ça a été des rencontres? Est-ce que ça a été plutôt dans la transmission père-fils? Est-ce que quelqu'un veut témoigner sur son parcours? Oui, je veux bien. Alors moi, je suis plutôt d'un tempérament, j'aime bien, je dirais, l'activité. J'aurais pas pu rester sur faire des grandes études. Moi, en sortie de troisième, j'ai choisi l'ébénisterie parce que j'étais un petit peu bercé dans ce milieu, dans le mobilier, dans ces beaux meubles. Et puis, j'avais envie de travailler de mes mains. J'ai démarré et puis j'ai dit, non, il faut avancer. Et j'étais pas du tout d'une famille d'artisans, mais la passion m'a gagné et m'a fait adorer mon métier. Et 35 ans après, je regarde dans le rétroviseur et je n'ai aucun regret. Merci, Luc. Merci. C'est la curiosité. Oui. Moi, c'était la curiosité, en fait, de voir des pièces faites par des confrères, en disant, mais comment ils ont fait? Comment c'est possible de faire des choses pareilles?
Et c'est donc possible. Et cette curiosité de vouloir comprendre m'a poussé à vouloir expérimenter, faire des petits cadeaux pour des mariages de cousines à droite à gauche. Et puis à un moment donné, comme un déclic à vouloir dire mais pourquoi j'en ferais pas mon métier? Mais pourquoi toi en ferais pas ton métier? Voilà. Et de la passion est venue comme une vocation en fait à pourquoi pas continuer à faire cette activité mais en tant que professionnel. Merci beaucoup. Je pense qu'on est pris par le temps. Je souhaitais, avant que donc Madame Château puisse conclure, remercier vraiment beaucoup de tout cœur Marine Ferrand, Aldo Possel, Nicolas Salagnac, François Simon-Fustier, Gilles Tavernier et Luc Vaganet. Ça a été un temps d'échange formidable. Je pense qu'on s'en souviendra tous. Donc un grand merci à vous. Et je remercie aussi mes collaboratrices, Perrine, Karine et Florence, qui sont vraiment investies là-dessus. Et puis, je cède maintenant la parole à Madame Château pour quelques mots de conclusion. Alors, du coup, la parole est à Patrimoine Oralpin et Marie-Hélène Château que je remplace au pied levé, qui s'excuse de ne pouvoir terminer cette session de table ronde avec nous, avec vous. Donc, Patrimoine Oralpin a l'honneur de clôturer cette table ronde et bravo aux animateurs et aux artisans des métiers d'art, parce que je pense que pour le coup, les clichés ont bien été battus en brèche. Donc, on va pouvoir maintenant apprendre encore plus auprès d'eux et sur ces métiers, parce que les structures du pôle patrimoine vous proposent en prolongement à cette table ronde toute une semaine de programmation autour des métiers d'art. On vous propose de retrouver sur nos pages Facebook, donc de la Fondation Renault, Fondation du patrimoine et Patrimoine Oralpin, ainsi que sur les sites internet de Patrimoine Oralpin et la Fondation Renault, des vidéos et des podcasts. Et on remercie les artisans de nous avoir ouvert leurs portes pour ces reportages, tant en images qu'en son. Et on va laisser la place à un petit jingle de fin pour clôturer définitivement cette table ronde. Merci à vous tous. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. À la découverte des métiers d'art, un podcast créé par la Fondation Renault, la délégation Rhône-Alpes de la Fondation du patrimoine et Patrimoine Oralpin, avec le soutien de la Chambre des métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et la participation de Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et de l'ONICEP.